L'obésité nécessite aussi beaucoup d'attention et beaucoup de connaissances aussi pour pouvoir suivre. C'est pour cela que j'ai préféré aborder un chapitre plus ou moins accessible qui est le traitement non médicamenteux qu'on verra tout de suite. Donc, suite à l'augmentation de la prévalence de l'obésité dans le monde, cette augmentation est due à plusieurs facteurs environnementaux, alimentaires, comportementaux, qui sont paradoxalement en rapport avec l'amélioration des niveaux de vie des populations. Alors, elle concerne toutes les catégories de la société, les pauvres comme les riches, les enfants comme les adultes. Et croyez-moi, ces dernières années, donc cette dernière décennie, on reçoit autant d'enfants, plutôt d'adolescents que d'adultes. Alors, par rapport à l'amélioration des niveaux de vie des populations, si vous êtes à Paris ou à Tamanrasset, vous allez trouver le sandwich, le shawarma et la pizza. Pratiquement, c'est la même alimentation qui est homogène de façon menaçante dans le monde. Donc l'OMS en a fait une priorité dans ses programmes de lutte et la déclare comme une épidémie depuis 1998. Alors, la lutte contre ce fléau, puisqu'on parle de prise en charge, alors, est basée sur plusieurs volets, dont les plus importants sont le traitement médicamenteux. Bien sûr, c'est l'apanage des spécialistes. Il faudrait avoir une certaine expérience, avoir une certaine base de données, avoir des connaissances en matière de pathogénie, de physiopathologie de la prise pondérale pour pouvoir utiliser ces médicaments qui ont des impacts à différents niveaux, au niveau du cerveau, au niveau digestif, au niveau du foie. Donc, leur prescription n'est pas à la portée de tout le monde parce qu'ils peuvent être nuisibles plus qu'autre chose. Alors, le traitement médicamenteux, il est coûteux. À titre d'information, le BABA, en général, ce qui est disponible sur le marché, coûte entre 12 jusqu'à 25 000 dinars en fonction du produit qu'on utilise mensuel, donc au mois. Alors, peu efficace dans le sens où moins de 50% des patients obèses à qui on propose un traitement médical répondent. Il est limité. Limité, ça veut dire que même les gens répondeurs ne dépassent pas les 15 à 20% de perte pondérale par rapport au poids initial. Alors, il est peu accessible. La meilleure preuve, c'est qu'il n'est pas disponible en Algérie. Donc, il faudrait le ramener de l'autre côté. Et comporte des risques. Alors, les risques, il y a des risques très, très importants, surtout au niveau cardiaque, au niveau cérébral et au niveau aussi du foie. Et il y a les méthodes chirurgicales que vous connaissez certainement. Alors, la chirurgie, donc il faut peser le pour et le contre. Est-ce qu'on a le droit d'exposer un malade au risque de l'anesthésie, au risque de la réanimation et de l'acte chirurgical pour un bénéfice que... Donc c'est à vous de juger. Et il y a aussi, en dernier, la prise en charge non médicamenteuse dont je vais parler maintenant. Alors, faites attention. Ces paramètres que vous voyez ici, le BMI, le tour de taille, le tour de cou, les méthodes scanographiques, elles sont là. Elles ont été établies non pas pour être des cibles thérapeutiques, loin de là, mais pour caractériser des populations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas en ramener toute la population à un BMI inférieur à 25. Ça n'a aucun sens. Parce que chaque population, chaque ethnie a un programme génétique qu'elle doit respecter. C'est pour cela, si vous voulez changer de poids, ça veut dire que vous devez changer de vie. Si vous voulez changer de poids, vous devez changer de mode de vie. Ce n'est pas une histoire de 2 mois, de 3 mois, comme on voit dans les télé-réalités. On perd 10 kilos, on est content, et l'année prochaine, on gagne 60 kilos. Donc, si on veut perdre du poids, ça veut dire qu'il faut décider de changer son mode de vie. Alors, rapidement, donc le tissu adipeux
est le siège essentiel de l'énergie de réserve de tout l'organisme. Plus de 95% des triglycérides de l'organisme sont ainsi stockés dans la cellule adipeuse. La gestion de cette réserve énergétique est assurée par plusieurs protagonistes hormonaux, dont je ne vais pas en parler parce que si on entre dans le détail, vous ne pouvez pas suivre, enfin dans la plupart d'entre vous, et hormonaux, alimentaires, environnementaux et autres. Donc cette ration énergétique quotidienne, alors les besoins énergétiques doivent être adaptés en fonction de l'âge et du sexe. Certains états physiologiques comme la grossesse, certains états pathologiques comme les entéropathies inflammatoires chroniques qui demandent beaucoup plus de ration énergétique beaucoup plus importante. Des conditions environnementales, par exemple quelqu'un qui vit à Bougie où la température moyenne est à 20 degrés et quelqu'un qui vit à Paris maintenant où la température est moins de 2, moins 3, donc leur dépense énergétique n'est pas la même. Alors, et des dépenses quotidiennes en fonction de l'activité professionnelle. Ces besoins énergétiques doivent répondre à des conditions quantitatives et qualitatives. Une approche de ces dépenses peut être estimée par plusieurs formules qui existent à ce jour, donc qui ont été élaborées il y a plus de 15 ans. Alors, dans les plus utilisées sont la formule de Lorentz et celle de Kraft. Pour les besoins quantitatifs, alors approximatifs, chez l'homme, donc ça varie entre 2000 et 2500 calories, et chez la femme, entre 1800 et 2200 kilocalories. Ça peut aller jusqu'à 5000, 6000 kilocalories en fonction de l'activité sportive. Par exemple, un sédentaire comme nous, médecin, va dépenser autour de 2300, 2400. Un maçon va dépenser autour de 3000 kilocalories. Alors, par rapport aux besoins qualitatifs, donc cette ration qui est de 2000 à 2500 kilocalories doit être apportée sous forme de protéines entre 12 et 15%, sous forme de lipides 35% et sous forme d'hydrate de carbone, donc de glucides, entre 50 et 55%. Alors, en général, les aliments sont classés en fonction de 2 paramètres. Un, leur teneur en énergie, en kilocalories bien sûr. Il faut savoir qu'un gramme de glucides contient 4 kilocalories, 1 gramme de lipides contient 9 kilocalories et 1 gramme de protéines contient 4 kilocalories. Le deuxième paramètre qui est le plus important, c'est son pouvoir ou capacité à donner cette énergie. Alors, la prise en charge non médicamenteuse du patient obèse est axée sur 4 volets, aussi importants les uns que les autres. Alors, les mesures générales, tout d'abord. Les mesures générales, il faut changer ses habitudes de vie. 1, il faut utiliser de moins en moins sa voiture. 2, il faut essayer d'apprendre à prendre l'ascenseur les escaliers au lieu de l'ascenseur. 3, il faut essayer de passer moins de temps chez soi. Parce que, surtout ces dernières années, on a tendance, quand on rentre chez nous, c'est fini, jusqu'au lendemain. Il faut essayer de passer moins de temps devant la télé. Alors, pour l'hygiène de vie, la catastrophe dans notre pays, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les endroits publics à consommation élargie, comme les cafétérias, les salons de thé. Alors, le régime alimentaire, on ne peut pas l'aborder. C'est un chapitre qui répond à plusieurs critères. On va juste vous donner les volets les plus importants. Et en dernier, l'activité physique. Alors, cette activité physique, c'est une arme. Nous, au début, on ne demande jamais aux patients obèses de faire de l'activité physique. C'est une arme qu'on laisse en dernier, parce que la perte pondérale, comme vous allez voir, comporte 4 étapes très importantes qu'on verra par la suite. Alors, nous, on l'appelle accompagnement alimentaire. Ça s'appelle de l'accompagnement alimentaire. Donc, on suit le patient depuis le matin, dès sa levée, comment il doit se comporter sur le plan alimentaire. Alors, donc nous avons pris 60. Alors, l'objectif principal, c'est d'avoir une perte pondérale jusqu'à l'obtention d'un poids idéal par rapport à l'âge et à la taille au sexe. Vous voyez, ce n'est pas un BMI normal. Hein? Donc, un poids adapté à l'âge, au sexe et à la taille. Les objectifs secondaires, c'était d'améliorer le statut métabolique, améliorer l'image du soi et avoir une certaine satisfaction morale. Donc, bien sûr, l'étude
ça fait des années qu'on a commencé cette étude. Donc, je vous donne juste un aperçu. Hein. Donc, on l'a fait au niveau du service d'endocrinologie de l'hôpital central de l'armée. Critères d'inclusion, tout patient homme ou femme ayant un BMI supérieur à 25 kg par mètre carré, indépendamment de son statut métabolique et général, avec la condition, vous voyez, la condition qu'il y ait une plainte. Il faudrait que le patient vienne me dire, Monsieur Slel, je veux changer mon poids. Alors, il y a des patients qui sont obèses, mais qui sont satisfaits de leur poids, il ne faut pas les toucher. Critères de non-inclusion, nous avons éliminé bien sûr les femmes enceintes, les personnes âgées plus de 75 ans et les patients suivis en psychiatrie non équilibrée, parce qu'on a beaucoup de patients qui sont adressés par le service de psychiatrie, mais qui sont relativement stabilisés. On peut les aider à perdre du poids. Le protocole, nous avons recruté 68 patients, hommes et femmes, dont la moyenne d'âge est de 51 ans, avec des extrêmes de 27 à 75. Une enquête policière a été effectuée à l'aide d'une fiche technique comportant des informations anamnéstiques, anthropométriques et biologiques. Anamnéstiques, pourquoi? Pour voir s'il y a c'est une obésité acquise, récente, pour voir s'il n'y a pas de risque, surtout le risque néoplasique qui nous importe. Alors, beaucoup de membres de la même famille font des néos du côlon. En général, ça se voit dans l'obésité morbide, lorsque le BMI dépasse les 40 kg par mètre carré. Alors, un régime hypocalorique équilibré a été instauré chez ces patients. Alors, c'est quoi le régime hypocalorique? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on reçoit le patient à J1, on lui demande de répertorier tout ce qu'il mange sur 3 jours, depuis la levée jusqu'au coucher. Alors, il le mentionne sur une feuille, l'heure et la quantité. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de calculer, de convertir ça en énergie, en kilocalories, et avoir une approche de sa ration énergétique. Qu'est-ce que je fais après? Donc, je prends une moyenne de 3 jours et je vais lui proposer une ration calorique 200 à 300 kilocalories inférieure à celle qu'il prend régulièrement. Alors, une évaluation pondérale bimensuelle a été effectuée avec une évaluation biologique au début de notre enquête. La stratégie adaptée fait que le patient, vous voyez, il faut suivre ici, alors il doit perdre entre 500 et 800 grammes par semaine. Ça ne sert à rien, donc 500, 800 grammes semaine, ça veut dire 2-4 kilos mois. Ça ne sert à rien de perdre 5-10 kilos par mois, c'est très mauvais. On verra par la suite quels sont les risques encourus. L'objectif principal doit être obtenu en quelques mois, à quelques années, en fonction du poids initial. Un patient qui démarre à 150, ce n'est pas comme un patient qui démarre à 240. D'accord? On a des patients de jusqu'à 275 kilos. Hein. Donc, vous voyez, la perte pondérale doit être lente et progressive. Une intervention médicamenteuse a été instaurée chez certains patients en fonction de leur statut métabolique. Bien sûr, lorsqu'on voit que leur statut métabolique est menaçant, on doit agir par certains produits. Alors, la prise en charge. Voici les 4 phases. La première phase, qui est relativement courte, elle peut durer de 1 jour jusqu'à 3 semaines. Alors, son objectif, c'est quoi? À partir du moment où le patient est pris en charge, donc, il va arrêter de prendre du poids. Donc, vous voyez, comme si vous faites la pesée au bout de 15 jours, si le patient n'a pas perdu du poids, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas exécuté ce que vous lui avez demandé. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a une réponse positive. Le fait qu'il n'a pas gagné du poids, ça, c'est déjà un point en votre faveur. Alors, elle dure de 1 jour jusqu'à 3 semaines en fonction du métabolisme de chacun. La deuxième phase, c'est ça qui prend plus de temps. Donc, la phase de perte pondérale, elle est lente, progressive et régulière. Donc, on a dit, elle peut passer de quelques mois à quelques années. Moi, j'ai des patients, alors, ça fait la 3e année, donc, dont un a démarré à 208 kilos, maintenant, on est autour de 103, 104 kilos. Alors, la 3e phase, c'est ce qu'on appelle la phase de stabilisation, elle peut durer de 6 mois à 2 ans. Alors, cette phase, c'est quoi? C'est tout simplement, on essaye de faire des efforts d'ajustement alimentaire, surtout au niveau du dîner, pour essayer de sauvegarder, de préserver le poids du patient, le poids acquis, le dernier poids acquis. Et à partir de 6 mois, notre corps va enregistrer le nouveau poids, le poids acquis, et à partir de là, donc
lorsque ce poids est enregistré, on peut jouer sur d'autres paramètres, entre autres, réapprendre à patient, lui réintroduire certains aliments qui étaient initialement interdits. Donc, vous voyez, pardon, donc la phase de stabilisation de 6 mois à 2 ans, et la dernière phase, c'est reprise de l'alimentation normale. Donc, vous voyez, chers collègues, donc, la perte de poids, ce n'est pas une histoire de mois. C'est un patient, pratiquement, il passe à la chronicité. Ce qui va changer, au début, on est obligé de le voir chaque 15 jours, mais après, dans la 4e phase, on peut le voir chaque mois pour remettre les pendules à l'heure, pour préserver ce qu'on a fait pendant des années. Donc, les résultats, le statut, voilà. Donc, la plupart des patients obèses sont des adultes mûrs. Donc, ils ont entre 45 et 50 ans, Alors, ils ont entre 45 et 50 ans. Donc, vous voyez qu'il y a un parallélisme avec 2 pics entre 45 et 55 ans et un deuxième pic ici après 65 ans. Ça se projette bien sûr sur l'inactivité physique par rapport aux hommes et sur la ménopause chez la femme. Heureusement pour nous les hommes, il y a plus de femmes que d'hommes obèses. Hein. Alors, cette obésité, vous voyez, plus de 2 tiers, donc on a 35% qui sont en surpoids et plus de 2 tiers, donc 65% qui sont obèses. Cette obésité, heureusement aussi, elle est de grade 1 chez 60% des cas, grade 2 chez 25% et 15% seulement ils ont une obésité grade 3. Comme c'est prévu, comme c'est décrit dans la littérature, vous voyez que l'obésité génoïde touche la femme et l'obésité androïde touche plus l'homme que la femme. Alors, on a essayé de jouer un peu avec les différents items. Vous voyez, comme la plupart de nos patients font partie du personnel, hein, on a plus de 4000 éléments. Alors, 3/4 travaillent dans des laboratoires. Ça reflète l'inactivité physique, l'impact de l'inactivité physique sur la prise de poids. Alors, les retraités 12%, et vous voyez ici, même les gens, quand je dis les travail de terrain, c'est les militaires actifs qui sont sur le terrain. Donc, ils font de l'activité sportive et qui sont obèses. Alors là, quand on cherche un peu plus loin, donc dans les détails, vous voyez que le grignotage constitue l'élément principal de la prise pondérale, suivi juste après par le fait de sauter des repas. Vous savez pourquoi? Parce que le pancréas synthétise de l'insuline de façon régulière. Donc, elle est stockée, c'est comme la surrénale. Et elle est utilisée en cas de besoin. Le fait de sauter un repas, ça entraîne une accumulation d'insuline. Et après, quand vous, par exemple, vous sautez le déjeuner, le dîner, soyez sûr que vous avez mangé 2 fois ce que vous deviez manger à l'état normal. C'est pour ça qu'il est impératif de ne pas sauter un repas. Alors, là aussi, un élément important, les gens qui se lèvent la nuit pour manger. Vous voyez, un malade sur 2, obèse, un obèse sur 2, se lève la nuit pour manger. Pourquoi? Pour la simple raison, parce que vous le mangez, vous le stockez. Vous n'allez pas le dépenser. Donc, lorsqu'on dîne, on dort. Alors, maintenant, lorsqu'on va sur le plan type d'aliments, vous voyez ici que les gâteaux et l'excès de pain. Alors, détrompez-vous, ce pain-là que vous voyez, c'est pas le pain industriel. C'est le pain, c'est le kisra, c'est la galette. D'accord? La galette, c'est du pain concentré. Hein? Et les gâteaux, là aussi, ce n'est pas les gâteaux industriels, c'est les gâteaux traditionnels. On a tendance, on a tendance à en consommer plus qu'il n'en faut. Alors là, pourquoi ces patients sont venus me voir? Alors, première cause, ils ne sont pas satisfaits de leur état. Il y a une douleur morale. C'est des gens qui souffrent. Vous voyez, plus de 50% viennent parce qu'il y a une insatisfaction morale. Alors, une partie nous a été adressée par la gastro. C'est des patients qui présentent des stéatoses hépatiques et que quand vous savez que la stéatose peut évoluer vers la cirrhose et l'insuffisance hépatocellulaire, alors, une partie est envoyée par la chirurgie, surtout la chirurgie orthopédique, pour remplacement du genou ou de la hanche.
Donc, tout en sachant qu'une prothèse ne peut pas marcher, ne peut pas fonctionner sur un patient qui fait 150 kg, donc il nous envoie pour le cure d'amaigrissement. Et un dernier, bien sûr, les patients adressés de la psychiatrie, parce que la plupart des produits neuroleptiques entraînent une inhibition de l'activité physique et par conséquent l'augmentation de poids. Alors, maintenant, si on veut analyser les complications de cette obésité sur les patients, vous voyez que l'altération de la qualité de vie, elle est quasiment constante. Donc, tout obèse a une altération de sa qualité de vie. Donc, une douleur morale, une insatisfaction. Et puis, suivi par les complications mécaniques, hein, nous avons le syndrome d'apnée du sommeil présent chez un malade sur 5 et les complications cardiovasculaires dont, donc le premier plan, vous avez l'hypertension artérielle. Là, sur le plan biologique, vous voyez bien sûr, alors sur le plan biologique, vous avez l'hypercholestérolémie, l'hyper-LDLémie, et alors, vous voyez, paradoxalement, on n'a pas beaucoup de triglycérides. Pourquoi? Parce que, pour la simple raison, ces patients présentent une perturbation des fonctions hépatiques et ils ont une hypertriglycéridémie. Donc, une partie de ces patients sont déjà mis sous fibrate, sous traitement médical, dans le but de faire baisser un peu le taux, d'améliorer le profil lipidique. Alors, chez ces patients aussi, vous voyez, 50%, un malade sur deux présente trouble de la glycorégulation et un malade sur 5 est diabétique. Le reste, donc 32, sont prédiabétiques. Voilà, donc il y a un parallélisme entre le BMI et les troubles de la glycorégulation, comme vous le voyez. Chez nos malades, après une prise en charge, vous voyez qu'ils perdent alors, à l'inclusion 32, le BMI était BMI moyen, 32,12. Après 4 semaines, ils sont 31,5. Et après 8 semaines, donc 2 mois, il descend à 30,7. Voilà. Alors, maintenant, par rapport à l'adhésion du régime alimentaire, heureusement pour nous, on a plus de 3/4 de nos patients adhèrent, ça veut dire qu'ils acceptent de le suivre. Et chez ces malades qui ont accepté, alors, 3/4 le respectent pratiquement à 90% et une minorité seulement le respecte entre moins de 50%. Voilà, donc pratiquement ça redit ce que je viens d'expliquer, je passe rapidement. Hein, je pense que dans notre population, l'obésité touche toutes les tranches d'âge. Les travailleurs de laboratoire en sont les principales victimes. Le régime alimentaire constitue le principal volet thérapeutique. La perte pondérale doit être progressive et étalée sur des mois, voire des années, en fonction du poids de départ, afin de minimiser les effets secondaires et permettre une meilleure adhésion des patients. Je vous remercie.